Voici notre deuxième dessous des cartes consacré aux enjeux, aux pays et au pétrole de la Caspienne. Après la vision mondiale que nous avons développée la semaine dernière, cette semaine nous allons planter le décor du Caucase avec la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. C'est une région qu'on connaît peu, seulement s'il y a la guerre ou un tremblement de terre, alors que des enjeux majeurs s'y dessinent et que c'est peut-être là que se joue la maîtrise de l'énergie pour le siècle prochain. Vous allez voir, le puzzle va se former peu à peu. Comme l'écrivait Kipling au XIXe siècle, c'est le retour du grand jeu par le biais habituel de guerres entre les peuples manipulés par d'autres acteurs. D'abord un petit peu de géographie. Voici l'Eurasie. Et l'un des points de passage entre l'Europe et l'Asie se trouve là, à cheval entre mer Noire et mer Caspienne, comme un isthme, et c'est cela que l'on appelle le Caucase. D'abord, le Caucase est une chaîne de montagnes dont les monts Elbrouz et Kazbek dépassent les 5000 mètres. Ensuite, on a le Petit Caucase qui culmine avec le mont Ararat, situé en Turquie, là où la tradition biblique fait échouer l'arche de Noé. Entre les deux, on a comme un couloir qui joue un rôle de passage historique et économique, la plaine de Kolchid à l'ouest et la steppe de l'Azerbaïdjan à l'est, avec deux fleuves principaux, la Koura et l'Araz. Au nord de ces montagnes, c'est le Caucase russe, c'est là que se trouve la Tchétchénie. Au sud, les trois pays où nous allons aujourd'hui, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, trois États devenus indépendants à la fin de l'Union soviétique en 1991. Bien, commençons par la Géorgie. C'est un petit pays très montagneux, très forestier, avec seulement 20% des terres cultivées, vignes, fruits, thé, avocats, tabac. La Géorgie ouvre sur la mer Noire avec Poti, port de pêche et de commerce, et siège de la base navale géorgienne, et Batoumi, plus au sud, pour l'exportation du pétrole d'Azerbaïdjan. La capitale s'appelle Tbilissi. Tout ça, c'est le fonctionnement théorique, car en fait, les situations économiques et politiques sont très désorganisées. Depuis l'éclatement de l'URSS, plus personne ne s'intéresse aux productions industrielles géorgiennes de pointe, comme les avions ou les locomotives. Ensuite, la dépendance énergétique reste très forte. Et puis la fréquentation touristique, sur la côte d'Abkhazie notamment, est en baisse à cause de la situation politique. Eh bien, pour comprendre cette situation politique, il faut parler de la population. Le pays a une population totale de 5,5 millions d'habitants, des Géorgiens, des Arméniens, des Russes, des Azéris, des Abkhazes et des Ossètes, répartis sur un territoire grand comme à peu près 2 fois la Belgique, à peu près 70 000 km². Mais au moment de la proclamation d'indépendance en 1991, les régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud entrent en conflit avec le pouvoir de Tbilissi. L'Ossétie du Sud demande son rattachement à l'Ossétie du Nord, c'est-à-dire à la Russie, ce qui conduit à des affrontements militaires violents, calmés ensuite par l'arrivée, après un accord de la Géorgie, de troupes russes en Ossétie du Sud. L'Abkhazie ensuite, puisque les Abkhazes réclament leur indépendance en 1992 et entrent pour cela en guerre avec les Géorgiens. Alors ce que l'on peut voir, c'est que ce conflit en Abkhazie condamne et le tourisme et la principale route de passage et de commerce entre la Géorgie et la Russie, mais ce que l'on ne voit pas, c'est que les Abkhazes, qui sont pourtant minoritaires en Abkhazie, sont soutenus militairement par la Russie. Ce qui fait que depuis l'indépendance, la vie politique géorgienne est conditionnée par ces nationalismes ossètes et abkhazes qui ne sont pas résolus ni l'un ni l'autre et qui pèsent sur la réorganisation du pays et puis qui sont, on l'a compris, une opportunité de manœuvre pour la Russie. Je développerai cela en détail la semaine prochaine. Alors maintenant, allons plus au sud et allons voir l'Arménie. C'est le plus montagneux des trois pays du Caucase. Il est posé sur un plateau récemment soulevé lors du séisme de 1988. L'Arménie fait près de 30 000 km². C'est le plus petit des États issus de l'URSS pour 3,4 millions d'habitants. Mais là, ce n'est qu'une toute petite partie de la population arménienne totale, puisqu'avec la diaspora, la population arménienne dans le monde est de 6,5 millions de personnes. Les Arméniens sont des chrétiens, dits de rite grégorien, et la petite Arménie a évidemment servi de refuge aux Arméniens
fuyant la Première Guerre mondiale, plus encore aux rescapés du génocide arménien mis en œuvre par les Turcs en 1915, l'un des 4 ou 5 grands génocides du XXe siècle, et aujourd'hui aux populations qui fuient le conflit du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une région au cœur de l'Azerbaïdjan où vivent une majorité d'Arméniens et de ce fait revendiquée par l'Arménie et maintenant occupée par les troupes arméniennes. Un si étrange découpage territorial remonte en fait aux Britanniques en 1919 et il fut ensuite confirmé par Staline, le but des uns comme des autres étant évidemment de diviser. Le potentiel économique est réel pour l'Arménie. L'industrie est concentrée sur un petit périmètre autour de Erevan, la capitale, aluminium, chimie, industrie mécanique et électrique, informatique et microbiologie dans une sorte de ville nouvelle toute proche. Mais la situation économique est rendue difficile par l'enclavement géographique du pays, qui est accentué d'ailleurs par une sorte d'enclavement politique avec la proximité de 2 voisins plutôt hostiles, on l'a compris, l'Azerbaïdjan, mais aussi la Turquie. 3e pays du Caucase, l'Azerbaïdjan. 87 000 km², 7,5 millions d'habitants, les Azéris sont un peuple turcophone, chiite en majorité, et qui vivent dans un territoire divisé en 2 morceaux, celui que vous voyez là, et puis le Nakhitchevan. La capitale, c'est Bakou, c'est le plus gros ensemble industriel du pays, matériel électronique, acier, chimie, mais surtout raffinerie et fabrication de matériel pétrolier. Dans la plaine centrale, coton, céréales, dans la pointe sud-est, du riz, des agrumes, du thé, et là, on peut pêcher l'esturgeon. Et enfin, au Nakhitchevan, l'enclave en Arménie, on y cultive du tabac, des fruits et de la vigne. Aujourd'hui, ce qui domine la politique azérie, c'est d'une part la perte du Haut-Karabakh et les défaites contre les Arméniens, qui sont très dures pour le moral de la population, et puis d'autre part une sorte de double pression des intérêts pétroliers et de la Russie. Car en Azerbaïdjan, l'enjeu majeur aujourd'hui, ce sont les réserves de pétrole de la Caspienne. Donc au fond, 3 conflits à retenir pour comprendre ce qui se passe dans le Caucase. Un conflit entre la Géorgie et les Ossètes, la Géorgie et les Abkhazes, et des conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et tout se passe comme si c'était eux qui rythmaient la vie politique et économique de ces pays récemment indépendants. Sauf qu'on est là dans une zone à enjeux énergétiques énormes. C'est vrai à l'échelle de ces pays, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, comme je l'ai souligné la semaine dernière. Or, ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, ce sont justement les calculs russes. Pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle tant à ces pays du Caucase? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de Moscou de recolonisation de la région en s'appuyant sur une sorte de vieux sentiment d'appartenance post-soviétique? Alors, la semaine prochaine, je vous raconterai comment la Russie parvient, à des fins très précises, à s'immiscer dans ces conflits ethniques du Caucase, divisant les tribus et les jouant les unes contre les autres comme de bons Britanniques au XIXe siècle.